Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 11 septembre 2024. Alors aujourd'hui, on va parler du CAC 40, on va parler des chiffres aussi, notamment de l'inflation aux États-Unis, et puis on fera un petit point sur des actions qui sont peut-être à shorter, peut-être à vendre, peut-être à éviter, hein, des actions qui ont des configurations pas terribles et qu'il faut surveiller pour éventuellement s'en séparer ou alors jouer contre. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant de faire le CAC 40, on va regarder juste le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est quoi? C'est l'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation. Ça mesure notamment l'inflation. On l'a dans tous les pays, mais forcément, quand ça tombe aux États-Unis, c'est un peu plus marquant parce que les États-Unis, c'est le marché numéro un. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'on a la confirmation que l'inflation baisse. On a une baisse des prix. On le voit, hein, depuis un moment. Et même dernièrement, depuis quelques mois, là c'est en annuel, donc par rapport au même mois de l'année précédente. On était à 2,9. On le voit, hein, c'était 3% qui a été révisé en 2,9 notamment. Non. Et, euh, et on attendait 2,5. Alors on attendait même 2,6. Ça a été révisé en 2,5. Bon, c'est pas très important. On est arrivé à 2,5. Donc on a la confirmation d'une baisse de l'inflation. Plutôt une bonne chose pour le marché action, plutôt une bonne chose pour euh, les, la baisse de taux qui devrait aider, hein, notamment les actions et le désendettement. Euh, Maintenant, le souci, c'est quoi? C'est qu'on a eu aussi des chiffres sur l'IPC Core. L'IPC Core, c'est quoi? C'est la même chose, hein, ça mesure l'inflation, mais sans notamment des éléments d'alimentation et d'énergie. Et on était à plus 0,2, on attendait plus 0,2 sur le mois et on est arrivé à plus 0,3. Donc là, on a une petite résurgence, hein, d'inflation à ce niveau-là. Et ça n'a pas trop plu. Il y a notamment l'inflation au niveau des logements aux États-Unis qui est toujours un peu trop élevée. Et ça a un peu refroidi les marchés. Sinon les cours sur les baisses de l'inflation ces derniers mois vont plutôt dans le bon sens. Donc, comme d'habitude, des marchés assez volatiles, hein, au moment de l'annonce, avec des baisses, des hausses, donc un cours un peu erratique. On verra ce que ça donnera ces prochains jours. À signaler que demain, on a la BCE, hein, et que la semaine prochaine, on aura donc la réunion de la Fed. Pour les taux directeurs, 0,25 ou 0,50, on verra. Ce sera pareil pour la BCE demain. Mais donc des chiffres importants, mais qui sont pas encore trop favorables pour l'économie. Ça va dans le bon sens, mais ça va dans le bon sens lentement. C'est un peu le signal. Alors on va regarder le CAC 40 avec moins 0,14. On le voit, on fait un chandelier. Alors on l'avait dit, hein, jusqu'à jeudi, il n'y aurait pas grand-chose, et on le voit, hein, depuis une semaine, il se passe rien. On attend les chiffres, notamment aux États-Unis, mais aussi la réunion de la BCE demain. On va le regarder en minutes pour voir la grosse variation. À partir de 14h30, c'est ici. On a ouvert léger gap haussier, on est monté, on est redescendu. Et puis à 14h30, les chiffres de l'inflation américaine, et là, boum, le marché qui descend, le marché qui remonte, le marché qui descend, le marché qui remonte. Beaucoup de volatilité, c'est ça la volatilité, c'est des gros mouvements à la hausse et à la baisse, et pas forcément de tendance simple et claire dès le début, parce qu'on peut aller chercher des stops dans un sens ou dans l'autre. Donc les marchés peinent à trouver leur sens. C'est toujours le cas quand il y a des chiffres importants, et surtout quand il y a un petit décalage par rapport à ce qui est annoncé. Et là, ça a été le cas avec notamment l'IPC Core. Donc, de la volatilité. Et on verra les jours suivants pour voir un peu et digérer ce que les marchés vont faire. On a vu que sur le CAC 40, c'était très volatile. C'est pareil, hein, sur le Dow et sur le Nasdaq. Alors, quelques actions du CAC 40 et autres, hein, on en verra d'autres après, qui sont peut-être un peu inquiétantes et qu'il va falloir surveiller
parce qu'elles ont des configs compliquées et qu'il faudra peut-être oublier. On va commencer avec ArcelorMittal. Alors Arcelor, pourquoi? On sait qu'il y a une grosse pression sur la sidérurgie parce qu'il y a notamment la Chine qui est à l'arrêt, il y a la Chine qui exporte beaucoup de son acier. Donc les autres sidérurgistes voient sur le marché arriver cet acier, donc ça leur prend des parts de marché et ils perdent de l'argent. On en est là sur Arcelor. La Chine toujours au point mort. Et sur Arcelor, on l'a vu ici, hein, on était dans un range entre les 23 et 26. On l'a cassé. Et là, on rebondit un peu sur un dernier support à 19. Mais on l'a déjà cassé une fois, on revient dessus. C'est assez faible. Et pour l'instant, il n'y a pas trop de catalyseurs pour refaire partir Arcelor à la hausse. Donc, on est un peu inquiet. On est sur un support qui pourrait lâcher. Et s'il lâche, on irait chercher encore plus bas sur Arcelor. Alors, on a peut-être ce support-là hein, vers les 12,6. On en a un autre ici vers l'avant, vers les 14. C'est peut-être des zones que le cours ira chercher. Mais pour le moment, on est plutôt inquiet sur Arcelor. Donc c'est peut-être quelque chose à faire. Sinon, au niveau des indicateurs, ça reste neutre. Mais graphiquement, il y a quand même une pression baissière qui est en train de s'installer encore plus sur le titre. Il y a également Bouygues. Pourquoi Bouygues? Alors là aussi, les indicateurs sont plutôt neutres, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de volume dernièrement, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas à faire quoi? Alors déjà, on avait un canal haussier qui était intéressant sur Bouygues. On en est sorti par le bas. On a cassé la moyenne à 200 ici le 11 juin. On fait une tentative de rebond. C'est un échec sur les 33. La moyenne à 200, elle est là sur les 33,20. On revient encore une fois, échec, notamment le 5 septembre. On mèche à 33,06. La moyenne à 200 est toujours là, hein, 33,3. Et on va plutôt vers le bas. Alors, peut-être un range, mais potentiellement, sur Bouygues, c'est ça. C'est échec. Échec, donc déjà un retour autour des 30 et puis peut-être casser les 30 à la baisse, c'est pas impossible. Sur Bouygues, au niveau macro, bon, il n'y a pas énormément à dire, je pense, sur Bouygues. Il n'y a pas des secteurs ou des dominances qui vont être très favorables ou très défavorables. Donc là aussi, ça reste plutôt neutre, mais il y a quand même une tendance qui est en train de se créer assez négative sur la valeur. On a Edenred, alors forcément Edenred, il y a toujours ce problème judiciaire en Italie avec une filiale hein, qui pourrait amener des amendes, qui amène aussi un peu de pression sur les titres. Ah, j'ai vu que Pluxee aussi avait énormément chuté, je ne sais pas si elle a été dégradée aujourd'hui par un analyse. Donc le secteur qui est pourtant en période d'inflation, même si là ça baisse, le secteur de tout ce qui est tickets restaurant et aide aux salariés notamment est plutôt porteur, mais là on voit que sur le titre c'est la catastrophe et depuis un moment, depuis notamment ici, hop, février 2024, on lâche les moyennes les plus hautes et derrière on fait que descendre, on casse tout, notamment les 39,99, hein, les 40 qui étaient un support intéressant qu'on a lâché ici avec le 23 juillet, boum. Derrière, on n'y arrive pas, donc on a toujours une résistance là autour à la moitié hein, sur les 39,13. Le jour où on revient au-dessus des 39,13, ça peut être pas mal, mais a priori, on est toujours dans une phase assez compliquée, dans une phase de dégradation. On pourrait retourner déjà sur les 34. Ça fait près de 6%. Et casser les 34, parce qu'on le voit, c'est le dernier support, mais a priori, on y va tout droit. Et on n'a pas de signaux positifs pour l'instant sur Edenred. Donc il y a toujours cette épée de Damoclès hein, sur le titre. Et pour l'instant, c'est quand même assez compliqué, donc ça reste baissier. On a Engie. Alors, aujourd'hui, elle a progressé, mais pourquoi on met Engie là, les indicateurs sont plutôt intéressants, parce qu'on voit quand même un titre qui est allé assez haut au niveau du RSI, et qui commence à se stabiliser. On est également allé retrouver les plus hauts quelque part, hein, le plus haut historique, on le voit.
à savoir les 15,93, on les a dépassés de peu, mais là on voit qu'on commence à latéraliser et un petit peu à peut-être commencer à baisser. Donc un double échec autour des 16, hein, en gros, qu'on a fait une première fois autour du mois de mai, à la mi-mai 2024. Hop, on a fait le rebond. Et là, si on fait un échec là-dessus, bah, on devrait consolider où, bah, sur le support le plus proche. Et il est où? Il est là, sur les 15,1. Donc a priori, on pourrait avoir ça, hein, sur NJ. C'est déjà une première consolidation de 5%, voire un peu moins bien après, parce que on sait que comme il y a un certain ralentissement, le secteur de l'énergie peut également en pâtir. Et puis les indicateurs, oui, c'était la MACD. On le voit ici qui est un peu haute et qui est en retournement depuis quelques jours. Donc là, on commence le retournement et on pourrait déjà avoir des listes rouges qui vont apparaître un peu plus gros. Donc un retour du RSI sous les 70 et puis finalement le cours qui vient casser la moyenne à 20 et puis qui va tranquillement vers les 15,17. Donc attention à NJ. On a également Eurofin. Alors Eurofin, c'est pas très beau, hein, depuis un moment. Ça fait, on le voit, que descendre. On a fait quelques tentatives avortées. Ici, on avait Muddy Waters qui avait accusé le titre de fraude, notamment, hein. C'est le gros chandelier du 24 juin. Mais avant ça, c'était déjà plutôt baissier. Et puis après le rebond, l'après Muddy Waters, c'est ce qui s'est passé. On revient sur les moyennes, notamment les plus longues. Échec autour des 55. Une deuxième tentative. Ici, échec autour des 53. Donc là aussi, une tendance court terme à la baisse, une tendance long terme à la baisse, des doubles échecs sur des niveaux pivots, ben on va plutôt retourner, je pense, vers le bas. Donc sur Eurofin, euh, plutôt négatif également. Alors le luxe, j'ai mis Kering, j'ai pas voulu mettre les autres parce que je pense qu'on a déjà beaucoup perdu sur les valeurs du luxe, notamment les deux grosses. Et si on perd un petit peu, ce sera, je pense, la fin. J'ai mis Kering, pourquoi? Parce que c'est la moins forte, parce que c'est celle qui perd beaucoup, parce que c'est celle qui perd déjà depuis un moment, hein. On a perdu sur Kering 70%. Alors on a mis 3 ans, mais on a perdu quand même 70%. C'est pas anodin. Là aussi, hein, tendance long terme baissière. On a toujours cet oblique ici sous lequel on est en dessous. On met des gaps baissiers plusieurs fois. À chaque fois, on n'arrive pas à les combler. On en a remis un dernier, là, un tout petit. Mais on en a remis un. Et Kering, hein, ils s'en sortent pas pour le moment. Donc plutôt jouer contre cette valeur ou au moins éviter d'être dessus parce que pour le moment, il y a plus à perdre qu'à gagner. C'est compliqué sur Kering. Et enfin, on a STM. Alors, on en avait parlé notamment hier ou avant-hier. Même si le secteur semi-conducteur est plutôt en bas de cycle et on pourrait peut-être espérer quelque chose de mieux, comme d'habitude, c'est les leaders de secteur qui vont s'en sortir le mieux, qui vont rebondir le plus tôt et qui vont rebondir le plus haut. Ceux qui ont déjà donné des signes de faiblesse avant, quand le marché était porteur, c'est pas terrible. Et donc moi je mise pas sur cela. En plus là aussi il y a des gros signaux négatifs, des gaps baissiers à répétition. On avait encore ici un gap baissier, on l'a même pas comblé, on recasse à nouveau. Peut-être ici, hein, peut-être aller chercher les 22,33 sur STM avant un début de réaction. Mais là aussi on est plutôt négatif parce que c'est une valeur qui a donné des signaux assez fort pour aller vers le bas. Et puis, alors, hors du CAC 40, on sait qu'on a le secteur auto qui est au point mort, voire en marche arrière, un peu partout dans le monde. Et donc, les équipementiers auto en pâtissent forcément. Et je pense qu'il faudra déjà que le secteur auto reparte et ensuite on pourra voir les équipementiers. Mais là, ils ont du retard. Ils vont souffrir énormément. On a Valeo qui, elle aussi, hein, est en baisse depuis un moment. En long terme et puis en court terme les rebonds qui ont été tentés, hein, avortés ici sur les 14,2, avortés sur la moyenne à 200 et puis on continue de descendre. Hop, dernièrement on est toujours dans cette dynamique et puis là dernièrement aussi les 9,59 c'était quoi? Alors, est-ce qu'il est bien placé? Oui, c'est ça. Les 9,59 c'était le plus bas Covid ici, hein, 2020. On a eu la crise Covid avant le rebond. Et ben on les a touchés, on les a enfoncés,
Et on est repassé en dessous, donc là aussi. Et Valeo, ils sont shortés à près de 8%. Il y a 8% du capital qui est en vente à découvert sur les investisseurs qui misent encore sur la baisse du titre. Donc, plutôt négatif et attention. Euh, et on a peut-être... Alors, j'ai mis un peut-être parce qu'on a peut-être raté le coche pour quelques jours sur Ubisoft. On avait parlé du jeu Star Wars qui sortait et qui s'est révélé finalement assez moyen et que les joueurs ont moyennement apprécié. Et le titre, l'éditeur attendait beaucoup de ce jeu. Alors il restera Assassin's Creed prochainement. Alors un abonné m'avait dit qu'il y avait aussi un jeu mobile, mais bon, les jeux mobiles, je sais pas si ça peut avoir le même impact financier sur les cours, je suis pas sûr. C'était quoi? C'était Rainbow Six, je crois. C'est compliqué de jouer à ça sur téléphone, mais bon, pourquoi pas. Donc, Ubisoft, euh, compliqué. C'est incroyable de les voir à 12, Ubisoft. Euh, il y aura peut-être aussi là aussi un rebond à faire intéressant, mais pour le moment, le marché n'en veut pas, le marché le vend. Il faut pas aller contre le marché, les volumes sont importants, la chute elle est énorme. Alors pourquoi je mets un petit point d'interrogation? Parce que bah, on a peut-être loupé le coche ici, notamment euh, autour des 15-16 pour shorter. Là, ça continue de baisser. Je ne sais pas quel potentiel on a encore de baisse sur Ubisoft, à savoir qu'on a quand même 5% de capital qui est shorté. Donc pareil que, enfin un peu moins que Valeo, mais on a 5% du capital donc qui est vendu à découvert par les investisseurs qui le voient encore aller plus bas. Donc attention sur Ubisoft également. Et puis on va faire quelques valeurs abonnées, notamment les valeurs qui vous intéressent. Alors il y avait Adosia. Alors Adosia toujours soumis aux news et aux annonces sur les produits qui fonctionnent bien ou qui passent des phases 2, phase 3. Le problème c'est ça, on l'avait noté ici. Début juin, échec sur résistance et sur moyenne à 200. Le rebond fin juin, échec. À partir de là, bah, on confirme la descente. Alors on a peut-être un petit support ici à 5.11. On le voit qu'on l'a retouché et on est plutôt en train de le tenir. Je pense que c'est celui-là qu'il faut garder. Si on va en dessous, ben on continue à aller vers le bas. Mais la tendance, elle est pas terrible. Alors, forcément, une bonne news, ça explose et ça relance tout. Mais pour le moment, les investisseurs jouent pas trop dessus. ASML Holding, on l'avait dit, cette zone-là, qui avait été bien achetée, elle est en train de fonctionner et de faire un rebond. Donc pour l'instant, on suit le plan. AXA, oui. AXA, c'est plutôt la valeur défensive, un peu fond de portefeuille qu'on aime bien parce que ça monte gentiment, ça fait pas trop de volatilité. Donc, a priori, oui. Il n'y aura pas un pourcentage super élevé, mais ce sera toujours plutôt intéressant. Alors là, on est peut-être un peu haut sur les indicateurs et puis on est un peu haut historique aussi, mais pour du long terme, pourquoi pas. Maintenant, peut-être attendre un petit, euh, un petit pullback, mais c'est une valeur toujours plutôt intéressante AXA et on voit pas de choses négatives arriver au niveau des fondamentaux, au niveau de la macro non plus sur AXA, qui s'est recentré aussi sur euh, des, des, des assurances plus qualitatives en termes de marge récemment. Alors j'avais lu, j'ai oublié quelle partie elle avait arrêté de faire. Je crois que c'était les assurances vie et puis les assurances dommages où il y a quelque chose comme ça. Donc sur AXA, on va faire probablement plus de marge prochainement. C'est plutôt favorable. On l'avait déjà fait, ça aussi. Dassault Systèmes, ils ont fait une belle journée, mais pour moi, ils sont toujours sous la résistance à 35,52. Alors, ils sont pas loin. Et puis, même malgré ça, il y a quand même une tendance un peu baissière. J'éviterai. Elior Group. Alors oui, alors Elior, on se rapproche de l'objectif qui est ici les 3,96. Alors sur Elior, est-ce que c'est eux? Non, c'est pas eux.
Donc toujours plutôt haussier à court et même à moyen terme. Il faudra essayer de casser la grosse résistance, mais a priori on est plutôt bien orienté. Eramet, on a peut-être confirmé le petit rebond sur les 59,50. C'est trop tôt, mais si on ressort des 30 niveau RSI dans quelques jours, on pourra peut-être jouer le rebond technique. À surveiller. Exosens, ça n'a pas changé. GTT, la réaction sur GTT. Alors le problème c'est que l'énergie va pas très bien, mais beau chandelier, on le voit, c'est des zones qui sont rachetées hein, autour des 121. Moi je suis toujours favorable sur GTT si vous n'êtes pas dessus, si vous cherchez une valeur énergie plutôt sécure, ça me semble intéressant. Alors il y a toujours ce gap baissier qui est un peu ennuyeux, mais là on est en train de prouver hein, que sur ces niveaux-là, GTT c'est trop bas. On attendra quand même quelques jours pour avoir la confirmation, mais c'est intéressant. Alors, Rafner Energy, elle a fait exactement ce qu'on disait. On avait fait la flèche, à savoir les grosses hausses. Après, c'est vendu. Les grosses hausses, c'est vendu. Alors, je l'avais mis ici. Sur les 1,53,8 environ. Elle a clôturé sur les 1,57. Et puis, elle a été au plus haut sur les 1,73. Et derrière, on vend. Donc là, on est probablement parti pour la période de vente de quelques jours ou quelques semaines. Pourquoi c'est intéressant et qu'on peut la rejouer après parce qu'elle est notamment sur les énergies décarbonées hein, bah, c'est énormément porteur en ce moment. C'est une petite valeur alors qui va aussi elle aussi avoir des contrats et pour l'instant qui perd de l'argent, mais le jour où elle va arriver à se développer, ça peut exploser rapidement. Alors on était proche du chaos là avec un cours à 40 centimes, on revient autour de 1 euro, donc c'est intéressant. Et puis on joue aussi la spéculation, hein, parce que c'est les petites valeurs comme ça peut progresser très vite, avoir un chiffre d'affaires qui est multiplié par 2, par 3, etc. Les volumes sont là, donc on peut faire éventuellement du trading court terme, ou alors on le voit, on peut jouer aussi le retournement moyen-long terme. Donc attendre la baisse de la volatilité, le retour sur ces niveaux-là autour des 0,8 ou 0,7 et puis se réinvestir. C'est une valeur qui peut être intéressante. Alors on suivra évidemment les résultats quand ils arriveront, mais ça peut être favorable. ICAD. Alors ICAD malheureusement, on le voit, hein, c'est très négatif, c'est baissier. Le support, il date que de début août, c'est un peu jeune. Et puis on le voit à chaque fois qu'on revient sur la moyenne à 200, échec. Juillet 2023, échec janvier 2024. On l'a dépassé un petit peu et puis on repasse en dessous en juin 2024 et puis là on est dessus. Alors c'est pareil, hein, on est dessus, est-ce qu'on va le passer ou pas, mais a priori on est toujours dans cette phase ici avec des plus hauts, hein, de plus en plus bas et on va certainement continuer à baisser. Il faudra dépasser les rebonds, à savoir ça. Le jour où on revient au-dessus des 26,61, pourrait être intéressant. Ou alors d'autres rebonds, peut-être celui-là. Hein. On va aller plus bas vers les 20. Et puis le jour où on redépasse les 23,84, ce sera intéressant. Caleray, c'est une catastrophe. Ça fait que descendre. Donc là aussi, hein. Petite valeur. Pourquoi c'est pas, je pense, à jeter ce genre de choses? C'est justement parce que c'est une petite valeur qui peut s'en sortir avec quelques contrats et récupérer beaucoup d'argent par rapport à ce qu'elle faisait avant. Quand vous êtes un mastodonte, que vous brassez des milliards, pour retourner la tendance, c'est compliqué parce qu'il faut faire des choses exceptionnelles. Quand vous êtes une petite valeur comme Caleray, bah, vous faites peut-être un ou deux contrats et ça vous change vos perspectives. Alors là, elle bénéficie malheureusement du cycle bas sur les semi-conducteurs. Donc, très négatif. On a quand même des volumes, alors qui sont qu'à la vente pour le moment. On est toujours sous la moyenne à 20. Mais ce sera à surveiller, je pense, pour peut-être un début de recovery hein, à la fin d'année. On cote toujours au-dessus des 1 euro, donc on peut espérer. Alors la chute, c'est vrai qu'elle a été impressionnante, mais je pense que tout n'est pas acheté et on peut toujours espérer peut-être une réaction sur Caleray prochainement. On verra avec les résultats. Même Scap, il n'y a rien de nouveau, plutôt négatif. Hein, hop, le gap baissier qui a été fait ici. Attention.
Nio en avait parlé, hein, les taxes sur les véhicules électriques qui avaient été baissées par l'Union européenne, donc peut-être un boost à jouer, mais moi je suis plutôt en mode prise de profit, et puis on verra pour la prochaine salve. Novo Nordisk, rien de nouveau. Nvidia, on le voit, hein, bah, elle est en train de faire exactement ce qu'on disait, à savoir la congestion avec le support autour des 100, et derrière on congestionne. Aux immunos, alors oui, j'avais pas répondu aux immunos. On avait parlé, hein, de ces 8,63 et puis après probablement mettre des stops, parce que quand on arrive comme ça sur des niveaux plus hauts et qu'on les casse, généralement on a des prises de profit. Là c'est arrivé rapidement, alors, on n'a pas eu le temps, si on les avait pas mis avant la veille, on a un peu tout perdu. Ça reste à moyen terme pas mal quand même, parce que pour se réinvestir peut-être dans quelques jours, pour jouer le moyen terme et jouer les bonnes nouvelles, ça peut être quelque chose d'intéressant. Maintenant, à court terme, oui, il fallait prendre ses bénéfices, hein, mettre un stop autour je sais pas, selon qu'on soit court terme sur les 8,5 environ. Mais si on vise peut-être encore quelque chose, on pourra racheter ou éventuellement rester sur Osimino. Alors en plus, ça a été fait sur une annonce d'un lancement de phase 3, je crois, euh, qui était plutôt intéressante et plutôt positive. Donc on a vendu la nouvelle là aussi, mais ça reste une valeur qui a des chances de continuer à performer. Donc on achètera peut-être ici, hein. Peut-être ça à acheter, cette zone-là, pour être intéressante. On surveillera la baisse de la volatilité comme d'habitude. SPI. Alors SPI, on en avait parlé ici, hein, elle avait cassé sa consolidation début juillet. Depuis, bah, il fait pas grand-chose. C'est une valeur qui est très appréciée par beaucoup d'analystes, hein. C'est une valeur, on le voit, haussière long terme, qui s'apprécie même plutôt en hebdomadaire. Donc sur SPI, on a quand même une petite congestion qui est en train de se former et qu'il ne faudrait pas casser vers le bas. Je pense. Alors on a celle-là ou celle-là, hein. On a un support fixe ou un oblique. Et je pense que sur SPI, il y a tout ce travail-là à regarder en hebdomadaire et à voir un peu quel sens elle va prendre. Mais a priori, c'est plutôt quelque chose de favorable. On voit qu'on est en consolidation, hein, et qu'on consolide plutôt doucement, donc c'est plutôt un signe de force également sur la valeur. Total, on attend que ça reprenne, mais on voit qu'on réagit quand même sur les supports, hein, on l'avait dit récemment. Valourec, toujours beaucoup de ventes à découvert, hein, autour de 9%. C'est compliqué. Et Valneva, peut-être un rebond technique à jouer sur Valneva dans bientôt. Dans quelques jours. Hop. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et on en discutera. Bon trade, à plus.